Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est une bonne leçon pour les dictateurs dans nos pays, ceux qui ne respectent rien, qui pensent qu'ils peuvent piétiner les citoyens comme ils veulent. En tout cas, c'est une leçon pour les autres. Je ne dis pas encore que c'est un coup d'État révolutionnaire. Soit ils critiquent et Macron l'a balayé, soit ils en ont marre d'être piétinés, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils font. On durcit le ton, on piétine, on exhibe sa honte coloniale. Et c'est un peu ce qui se passe au Bénin, et c'est ce qui se passe au Togo, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les élections, ils sont en pleine élection. Hein. Les élections présidentielles, assurez-vous, le mec, il s'en sort avec 65%, avec des grincements dedans, il s'en fout. Quelqu'un son lui dit déçu, et c'est ce qui se passe. Donc, les gars, il faut même pas oser parler de la Guinée. Et donc, il y a longtemps que Embalo a fait des manœuvres politiques, étant donné qu'il a toujours pris comme repère ou maître à penser à Alassane Ouattara. Il a dit ouvertement sur plusieurs vidéos que c'est son père, c'est son maître à penser et qu'il est son élève. Donc, il a voulu expérimenter les cours reçus par son maître, par son professeur en Guinée. Et là, pensant avoir la maîtrise de la Guinée, voilà, ils sont allés aux élections. Et il faut savoir qu'avant même les résultats des élections, qui sont pour bientôt, et les deux camps réclamaient déjà la victoire. Donc, c'est après cela que l'AME a pris aujourd'hui le pouvoir. Et donc, depuis un certain nombre d'années, le pays naviguait dans une instabilité chronique, une méfiance entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Ça, c'est les prémices généralement de coups d'État. Et donc, caractérisé, bien entendu, comme je l'ai rappelé, par un affaiblissement des institutions démocratiques où il y avait la dissolution d'un certain nombre d'institutions. Donc, comme je l'ai dit, ce genre de tableau crée vraiment un terrain propice aux interventions brutales dans la gouvernance. Okay. Le Russe, est-ce que tu es prêt maintenant? Sinon, je vais demander à Pro Black de prendre la parole. Le Russe, est-ce que tu es prêt? Oui, bien Africa, comment tu vas? Oui, très bien, merci le Russe. Ok, tu peux prendre la parole. Alors, je pense que je te l'avais déjà dit en commentaire que le sujet qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le sujet de Embalo Sissoko, de la Guinée, parce que à travers le cas d'école de Embalo Sissoko, on peut comprendre et on peut beaucoup plus éclairer le peuple béninois, et non seulement éclairer le peuple béninois, mais aussi éclairer le président Patrice Talon et son gouvernement et tous ces acteurs politiques qui complotent contre le peuple que on ne sait pas le jour où le fou vient au marché et que la souveraineté appartient au peuple et il n'y a pas de pouvoir aussi fort pour rester toujours fort contre le peuple. Donc, et si on peut s'inspirer de ce qui se passe en Guinée-Bissau pour faire une certaine andragogie à l'endroit du peuple béninois, ce serait très bien. Mais rappelons un peu les faits en Guinée-Bissau de manière brève. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée-Bissau? Il faut rappeler qu'ils viennent et qu'ils ont eu récemment une élection présidentielle. Ils sont allés à une élection présidentielle, qu'ils sont en attente des résultats d'une élection présidentielle et que c'est après cela que l'AME a pris le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant même cette élection présidentielle, il faut savoir qu'il y a eu l'exclusion du principal parti de l'opposition, un parti qui existait, le parti même qui a donné l'indépendance à la Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée. On a non seulement exclu ce parti, on a exclu aussi l'opposant emblématique de numéro 1 du pays. Ce qui a fait que le peuple et ce parti avec cet opposant, ils ont été obligés d'apporter leur soutien à Fernando Dias da Costa. Fernando Dias da Costa qui est en quelque sorte comme un outsider, à qui les gens qui étaient en quelque sorte un candidat par défaut pour le peuple guinéen, et le parti de l'opposition emblématique a été obligé
d'apporter son soutien à ce monsieur. Donc, il y a longtemps que Ambalo a fait des manœuvres politiques, étant donné qu'il a toujours pris comme repère ou maître à penser à Alassane Ouattara. Il a dit ouvertement sur plusieurs vidéos que c'est son père, c'est son maître à penser et qu'il est son élève. Donc, il a voulu expérimenter les cours reçus par son maître, par son professeur en Guinée. Et là, pensant avoir la maîtrise de la Guinée, voilà, ils sont allés aux élections. Et il faut savoir qu'avant même les résultats des élections, qui sont pour bientôt, et les deux camps réclamaient déjà la victoire. Donc, c'est après cela que l'armée a pris aujourd'hui le pouvoir. Et ce qui est encore marrant, c'est que c'est un mercredi. Qu'ils vous souviennent, ce jour mercredi qui a marqué les esprits dans la sous-région avec les coups d'État. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce coup d'État? Il faut comprendre que je ne sais pas si nos chefs d'État sont des intellectuels. Je ne sais pas s'ils ont lu l'histoire de l'Afrique et l'histoire des dictateurs. Et je ne sais pas pourquoi ils ne cherchent pas à sortir par la grande porte. Et ils veulent toujours compromettre non seulement tout ce qu'ils ont eu à faire, compromettre aussi leurs collaborateurs, mais aussi compromettre le peuple tout entier. Parce que Embalo Sissoko aurait pu quand même sortir par la grande porte. Mais il a voulu tordre le cou aux lois, tordre le cou à la Constitution, tordre le cou aux institutions du pays. Et voilà ce que nous avons. Maintenant, Georges a posé une problématique très importante. Est-ce que c'est aujourd'hui un coup d'État néocolon ou un coup d'État purement et souverainiste? On va prendre le temps de le savoir. Mais il faut informer Georges que lorsque Sissoko a été arrêté, il est rentré dans les chiottes, il est rentré dans les toilettes, il avait un petit téléphone oublié, et c'est là que vous imaginez, Sissoko appelle Jeune Afrique, un journaliste de Jeune Afrique, pour l'informer, pour lui donner l'information de ce que il a été arrêté. Vous voyez, il appelle ses maîtres pour leur donner l'information qu'il aurait été arrêté. Et c'est bien après cela que les militaires ont constaté, on lui a repris le téléphone. Et actuellement, il est bien au Youf, avec les yeux comme un sorcier attrapé en plein jour. Il est au Youf et puis vous voyez en réalité que les hommes politiques qui se disent forts n'ont aucun pouvoir. N'ont aucun pouvoir parce que je vous ai rappelé l'ouvrage de Antoine, et je dis encore Antoine, comment il s'appelle ce monsieur-là? Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie sur la tyrannie, qui nous disait que si aujourd'hui les régimes tyranniques ont le vent en poupe, c'est parce que personne ne leur dit non. C'est parce que par la peur ou par confort, ou par, comment on appelle, lâcheté, le peuple accepte de servir la tyrannie. Et que la seule solution possible que Étienne de la Boétie nous avait conseillé, c'était de dire simplement non. Que chaque fonctionnaire de la République dise non à la tyrannie, et puis la tyrannie tombe. Comment comprendre que quelqu'un très fort comme Embalo Sissoko, qui s'est moqué plusieurs fois de l'AES, des présidents de l'AES et autres, aujourd'hui se retrouve au Youf. Et il faut rappeler que avant même ce coup d'État, il y avait déjà beaucoup de prémices de coup d'État. N'oubliez pas qu'au début de l'année, il y avait une tentative de coup d'État où beaucoup de généraux, beaucoup d'hommes forts de l'armée ont été arrêtés et envoyés en prison. Donc ça veut dire en réalité qu'il y a longtemps que ce monsieur, des compatriotes de ce monsieur cherchaient à le mettre aux arrêts parce qu'il gérait mal ce pays. Si ce qui se passe en Guinée peut inspirer nos amis du Bénin, de la Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique, ils vont comprendre que seule la République reste, mais les hommes passent. Nul n'est assez fort pour rester toujours fort.
Et on doit prendre conscience. On doit prendre conscience pour se dire, si nous supportons quelqu'un, si nous sommes appelés à gérer les affaires de l'État, il faudrait quand même qu'on sache raison garder. Il faudrait qu'on évite d'être captif de l'hubris, tel que nous observons un peu partout en Afrique. D'être captif de l'hubris et de franchir parfois même le Rubicon, d'aller loin et de penser qu'on est tellement fort, qu'on est tellement puissant qu'il n'y a personne, qu'ils peuvent même en souffrir et qu'ils ne pourront rien faire. Attention, attention, parce que ceux qui vont vous le faire ne seront peut-être pas forcément du peuple. Ça peut venir de votre propre camp. La belle preuve, ceux qui ont fait le coup d'État, ce sont des collaborateurs du président Embalo Sissoko. Ce sont des gardes de camp, des personnes qui l'ont servi, qui continuent de le servir, qui sont aussi des citoyens de ce pays, mais qui parfois s'obligeaient à le servir parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont peur, mais à un moment donné, ils vont prendre quand même les taureaux par les cornes. Donc, il faut dire à ces régimes tyranniques qui font des coups d'État institutionnels, qui n'ont pas honte d'eux-mêmes, il faut leur dire que l'heure peut sonner à tout moment. Attention pour le mercredi prochain. Attention, mercredi vient. Mercredi est toujours dans les jours de la semaine. Faites attention et servez le peuple. Servez le peuple avec dignité. Servez le peuple avec respect. Servez le peuple avec humilité. Parce que au moment opportun, vous ne verrez personne. Et ce sont vos collaborateurs eux-mêmes qui ont travaillé avec vous, qui ont servi avec vous, qui vont vous lâcher. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une cuillère en or, de donner des ordres, le Tout-Puissant, il est assis par terre, avec les yeux qui sortent comme les yeux d'un hibou, voilà, comme un vulgaire délinquant, bien arrêté. Il est arrêté comme un vulgaire délinquant. Donc, il faut que ça inspire nos amis d'en face. Il faut que ça inspire toute l'Afrique pour dire, il n'y a pas de pouvoir qui soit aussi fort. Non, non. On a vu des hommes plus forts que vous. On a vu des Mobutu Sese Seko. On a vu des gens très puissants. Mais ils sont passés où? La France les a toujours lâchés. Ils sont utilisés comme des pions. Ils sont exploités comme des pions. Parce que pour la France ne trouve aucun intérêt à changer simplement un pion par un autre. Et à même détruire l'autre pion. Aujourd'hui, où sont la famille et Bongo? Comment cette famille a été traitée? Vous voyez? Parce que pour la France, le plus important, ce n'est pas de détruire une famille. Le plus important, c'est de maintenir quelqu'un d'élément là pour gérer à sa place. Donc, pour maintenir ce nouveau élément, la France est capable, elle est même prête à détruire l'ancien élément qui l'a servi tout le temps. Il faut comprendre le mécanisme du colon pour être quand même intelligent et servir son peuple de manière digne. Et avoir le support de son peuple au moment opportun. Attention les amis, à vous les clébés qui pensez qu'il n'y a plus de force en attente. À vous les clébés aujourd'hui qui pensez que oui, vous avez tout le pouvoir, vous avez déjà tout emballé, tout est dans votre main, vous avez déjà votre président déjà d'avance parce que vous n'avez plus d'opposition. Tout le monde sait déjà qui sera président. Et les gens chantent même 14 ans, revenez dans 14 ans. Sachez que vous n'avez pas encore le dernier mot. Attention, servez bien le peuple, tout peut arriver. En le disant, je ne cherche pas à faire une quelconque apologie de coup d'État. En le disant, je suis dans une méthode pédagogique, je suis dans une méthode d'éveil de conscience, non seulement pour les citoyens, mais aussi à nos dirigeants. Parce que nos dirigeants aussi ont besoin d'être conscientisés. Ils ont aussi besoin de pédagogie, parce qu'ils ne savent pas qu'ils font des erreurs parfois. Vous voyez? Donc, Biafrika, voilà ce que j'ai à dire pour le moment sur cette affaire. Et c'est la partie où vous avez venu déposer. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Embalo Sissoko, ouais. Embalo Sissoko.
Il est à sa place, il est là où il devrait être depuis longtemps. Vous me connaissez pour ça. Et vous savez, aujourd'hui, à l'heure de la révolution, quand ces choses-là se passent, la première question qu'on se pose, c'est est-ce un coup d'État néocolonialiste façon Oligui, façon Guinée, ou bien est-ce un coup d'État révolutionnaire façon AES? C'est la question qu'on se pose. L'année passée, je me souviens que Umbalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, justement, a foutu la CEDEAO de Macron dehors. Je pèse mes mots. Et il lui a dit de sortir justement parce qu'il ne supportait plus la tension de la CEDEAO contre les pays de l'AES. Et il trouvait que cette tension n'avait pas lieu d'être. Nous, on est Africains et on ne sait pas pourquoi on devrait être en train de se battre avec nos frères en tant que président, ce que Patrice Talon faisait à l'époque et tout. Il dénonçait cela. Et il trouvait que ça n'avait pas de raison. Je pense qu'il n'a pas compris le jeu. Les autres le font pas pour l'Afrique, mais pour Macron, le chef. Parce que pour être président, ils écrivent « J'ai l'honneur » à Macron. Ils vont au Quai d'Orsay, ils font les rangs. Je veux voir le président. C'est ce que nos présidents font. Et au cas où vous n'êtes pas au courant. Et Umbalo Sissoko s'est mis à critiquer cela. Il trouvait que nous sommes présidents, certes, mais que les peuples de l'AES, c'est nos frères, qu'on est les mêmes peuples. Et qu'on ne devrait pas être en train de faire des choses pareilles. En train d'instrumentaliser, d'accord, des institutions africaines au service du néocolonialisme et de la France-Afrique, juste pour les beaux yeux, d'accord, des gens dont on n'a rien à foutre. Exemple, Macron. Donc, quand il avait commencé à dénoncer ces choses-là, moi, j'ai dit, c'est fini. Ils vont sauter ce gars. C'est-à-dire quoi? Quand il y a coup d'État aujourd'hui, le peuple, comment on appelle? Les militaires se sont accaparés du pouvoir. Je crois que c'est Denis Nkointus, comme ça, je ne connais pas son nom. C'est des militaires qui se sont accaparés du pouvoir. Et je suis allé chercher un peu les détails. Comment ça s'est passé? J'ai vu une vidéo de Dani d'ailleurs. Et ensuite, je suis passé sur Telegram. Enfin, je suis dans des groupes de l'AES là-bas. C'est là-bas que les informations circulent beaucoup. Et sur cette page-là, j'ai vu qu'ils ont donné certains détails. Du genre, à 12h00, les gars sont rentrés. Voilà. Et l'attaque a commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu des coups de tir. Ils ont trouvé que c'était des traîtres de l'armée qui attaquaient. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment qui est traître d'entre les deux. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a pris le président. Il n'y a pas eu d'informations, il n'y a plus de news formelles qui soient sorties. Mais par quel moment le journal Jeune Afrique de Macron était au courant et l'a publié? Par quel moyen? Comment? Est-ce que ce sont les militaires eux-mêmes qui ont pris leur téléphone et ont dit Macron, ça y est, c'est fait? Ou bien c'est Umbalo Sissoko qui avait un téléphone caché dans son caleçon qui a tiré et qui a appelé Macron? C'est la question qu'on se pose ici. Donc, il y a un coup d'État. Maintenant, on se demande, est-ce que le coup d'État est un coup d'État néocolonialiste ou révolutionniste ou révolutionnaire? Tant est-il qu'on a entendu des coups de tir dans la région, on ne sait pas encore, ils n'ont pas encore fait le bilan. Est-ce qu'il y a des morts? J'espère seulement que non. Tant est-il qu'on sait que Umbalo Sissoko avait commencé à vraiment critiquer, d'accord, cette France-Afrique. Il est allé plus loin, il a même chassé la CEDEAO en disant que la CEDEAO n'est pas souveraine. Et effectivement, elle n'est pas souveraine. Ce sont les pays qui les mandatent pour venir. Sinon qu'ils viennent là pour contrôler, ils ne sont pas souverains. On peut les foutre dehors à n'importe quel moment. Les membres de la CEDEAO, c'est ça. Et la CEDEAO, Macron veut en faire un État au-dessus de nos États. La CEDEAO est organisée, ça a un président, ça a son assemblée, ça a sa banque, la BIDC. Ça c'est un État au-dessus de nos États. Et là, ils ont simplement manipulé le financement et c'est fini. Ils sont au-dessus de nous. C'est ce qui se passe actuellement, les gars. Au cas où vous ne le comprenez pas, c'est sérieux ce qui se passe. Parce que si c'était un coup d'État révolutionnaire, c'est que l'AES aura accès à la mer. Et ça change tout. Ça change tout. Ça va beaucoup influencer la géopolitique dans notre sous-région. C'est sérieux ce qui se passe, les frères. Maintenant, si c'est un coup d'État néocolonialiste, eh bien, la France gagne encore un terrain parce que les petits pays, généralement, c'est des petits pays, c'est des pays qui sont utilisés pour la déstabilisation des pays autour. Et on se demande si ce n'est pas, et si c'est le cas, c'est que ça va être à coup sûr un coup d'État francophone, un coup d'État à la France-Afrique, à la hooligan,
et ce sera sûrement pour déstabiliser encore plus la sous-région. Donc, c'est à nous de voir un peu à quoi s'attendre. Voilà. Et pour le moment, c'est le suspense. Les frères de la Guinée-Bissau, moi, j'ai une copine là-bas, j'ai une dame que je connais qui est là-bas. Mais elle refuse complètement d'en parler parce que Umbalou Sissoko a semé, voilà, un terrorisme façon talon là-bas. Et on ne parle pas politique du tout. Et c'est cet homme-là, son mandat était fini depuis février. Mais comme il y a 5 ans, je crois, c'est un mandat de 5 ans, ils font si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus. Mais quand il avait gagné l'autre fois, là, il y a quelques années, quand il avait gagné et il était président, et la Cour constitutionnelle a pris du temps. Je crois ils ont pris 3 ou 4 mois pour délibérer parce qu'il y avait eu trop d'anomalies, il y avait eu trop de choses là, de petites choses qui n'allaient pas. Voilà, quand il avait pris le pouvoir. Donc le mec, son mandat finit en février. Et il vient là, il dit, OK, mon mandat est fini, mais je refuse de descendre parce que vous aviez pris du temps à dire, OK, prends le pouvoir. Donc, du coup, moi, je refuse. C'est-à-dire, il se sent Dieu. Voilà, c'est le mec qui est complètement le Dieu de son pays. Et il pensait, bon, voilà, qu'il pouvait piétiner les Gabonais, faire ce qu'il veut. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est une bonne leçon pour les dictateurs dans nos pays, ceux qui ne respectent rien, qui pensent qu'ils peuvent piétiner les citoyens comme ils veulent. En tout cas, c'est une leçon pour les autres. Je ne dis pas encore que c'est un coup d'État révolutionnaire. Soit ils critiquent et Macron l'a balayé, soit ils en ont marre d'être piétinés, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils font. On durcit le ton, on piétine, on exhibe sa honte coloniale. Et c'est un peu ce qui se passe au Bénin, et c'est un peu ce qui se passe au Togo, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les élections, ils sont en pleine élection. Hein. Les élections présidentielles, assurez-vous, le mec, il s'en sort avec 65%, avec des grincements dedans, il s'en fout. Quelqu'un son l'outil déçu, et c'est ce qui se passe. Donc, les gars, il faut même pas oser parler de la Guinée. Et voilà un peu. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Sylvie, est-ce que vous êtes là? Jules, bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Ok. Donc, tu peux y aller alors, oui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers compatriotes béninois. C'est un plaisir, encore une fois, comme toujours, d'être sur le panel de Jules Diossou, Biafrica, un live aussi intéressant où on parle de sujets politiques dans une démarche, comme Russ l'a précisé, de pédagogie, d'éveil de conscience. Telle est notre posture. Nous le rappelons simplement. C'est vrai que tu as mentionné sur ton live, tu as mis en grand caractère résistance nationale. La théorie de la résistance nationale, bon, c'est pas aux panafricains qu'il faut l'enseigner. Je pense que les sorties de Monsieur Azanaï d'un point de vue pédagogique ou dans une démarche d'ingénierie sociale qui consiste à mettre une idée dans la tête des citoyens et que cette idée puisse porter potentiellement des fruits, nous la connaissons. Donc, nous le saluons bien entendu dans cette démarche-là. Nous n'allons pas trop commenter parce que y a rien à dire ou à ajouter de plus. L'actualité politique qui nous intéresse, sur laquelle il faut opiner et faire un parallèle, comme la démarche que le Russe a eu bien entendu, pour également rappeler non seulement aux compatriotes, donc les éduquer, mais aussi rappeler aux dirigeants de faire preuve de conscience et de ne pas foncer dans le mur. Moi, je vais avoir un double diagnostic qui sera nuancé sur notamment est-ce qu'il s'agit réellement d'une révolution, donc d'un coup d'État révolutionnaire ou d'une manipulation néocoloniale ou d'un jeu d'influence par des entités ou des forces externes. Je pense qu'il y a des éléments révolutionnaires au sens du bouleversement de l'ordre du régime de la Guinée-Bissau qui était devenu illégitime. Je vais expliquer pourquoi. Et bien entendu, il y a potentiellement de la lecture que je fais des risques de manipulation néocoloniale ou de jeu d'influence externe. Je ne vais pas rappeler le contexte, le Russe l'a déjà rappelé. Sous Embalo, il y a eu des tensions institutionnelles qui étaient déjà très palpables.
En 2023 déjà, il avait dissous le Parlement, il a remplacé le gouvernement, invoquant un motif fallacieux de complot, ce qui avait provoqué des accusations d'autoritarisme. Donc, vous voyez, il y a eu ce glissement de son régime qui était taxé d'un régime autoritaire. Et vous connaissez la caractéristique des régimes autoritaires qui contournent très souvent les mécanismes démocratiques. Nous pouvons également faire cette lecture, notamment dans notre pays actuellement. Peu avant les élections présidentielles et législatives de ce mois, bien entendu, donc présidentielles qui sont en cours, des officiers avaient déjà été arrêtés pour un prétendu complot de coup d'État. Ce qui montrait encore une fois qu'il existait une fragilité structurelle qui était persistante et qui a effectivement des méfiances internes au sein des forces armées. Donc, depuis un certain nombre d'années, le pays naviguait dans une instabilité chronique, une méfiance entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Ça, c'est les prémices généralement de coups d'État. Et donc, caractérisé, bien entendu, comme je l'ai rappelé, par un affaiblissement des institutions démocratiques où il y avait la dissolution d'un certain nombre d'institutions. Donc, comme je l'ai dit, ce genre de tableau crée vraiment un terrain propice aux interventions brutales dans la gouvernance. Ce que ce coup d'État nous montre, c'est que nous avons eu des tirs autour du palais présidentiel. L'armée a annoncé qu'elle prenait le contrôle total du pays, suspendant le processus électoral, fermant les frontières et installant ce qu'ils appellent le High Military Command for Restoration of Order, donc le recommandement militaire pour la restauration de l'ordre. Et Embalo, le chef de l'État, ainsi qu'un certain nombre de hauts responsables, notamment le chef d'état-major, ministre de l'Intérieur, ont été arrêtés. L'arrestation est survenue alors que le pays est dans l'attente des résultats officiels des élections qu'il convoquait pour un second mandat. Nous avons deux camps, le camp Embalo et son adversaire principal, qui se réclamaient tous deux vainqueurs sans que les résultats aient été annoncés. Je rappelle un peu le contexte parce que c'est important de comprendre la chronologie dans laquelle les événements se sont déroulés afin de comprendre si nous sommes là dans un coup d'État légitime ou nous sommes tout simplement dans une manipulation. Donc l'armée justifie son acte en évoquant une découverte. Bizarrement, cet élément de langage ressemble un peu à ce que au motif sur lequel avait reposé la dissolution d'un certain nombre d'institutions que Embalo, le président même, avait fait. L'armée évoque aussi un plan, entre guillemets, de manipulation des résultats électoraux. Or, tout était quand même, tout portait à croire qu'il l'avait gagné. Et donc, je me dis, c'était quoi l'intérêt? On peut pas se tirer une balle dans la tête. On peut pas se tirer une balle soi-même dans les pieds. Si tu gagnes déjà, quel est l'intérêt? Si tu, justement, as la main de ton côté, quel est l'intérêt de faire cela? Donc, un prétendu complot politique, pour moi, peut être effectivement aidé par des intérêts extérieurs. Donc, ces faits posent la question de savoir, est-ce une intervention correctrice pour sauver, donc, l'état de droit, l'ordre constitutionnel, ou c'est un simple changement de décor qui a été orchestré par des forces militaires qui sont possiblement influencées de l'extérieur pour prendre le pouvoir? C'est ça la grande interrogation. Quand on fait une analyse en se posant cette question, est-ce vraiment une intervention légitime ou une révolution de palais ou néocolonial? Il y a un certain nombre d'arguments qu'on peut, en auscultant un peu la réalité politique guinéenne de ces quelques années et les éléments que j'ai évoqués, il y a un certain nombre d'éléments, d'arguments qui portent en faveur d'un vrai retournement populaire correcteur. Je vais les évoquer. D'abord, il y a déjà un désaveu du pouvoir
de Embalo qui était devenu illégitime et autoritaire. Embalo, il semblait de plus en plus isolé parce que quand il n'a plus confiance aux institutions et aux hommes qui incarnaient ces institutions-là, il dissout le Parlement, l'opposition est marginalisée, le Russe l'a rappelé, notamment on écarte des forces historiques comme le PAIGC, et je rappelle qui est le parti de Amilcar Cabral, et vous savez le rôle qu'Amilcar Cabral a joué dans le processus indépendantiste de celui qui a été celui du Cap-Vert et notamment de la Guinée-Bissau. Donc tout cela affaiblissait la légitimité de ces institutions-là. Et maintenant, l'AME qui évoque un complot de manipulation des résultats électoraux. Si ce risque était avéré, l'intervention pouvait viser à éviter normalement un pouvoir qui était imposé contre la volonté populaire. Donc, dans ce sens, moi, je pense qu'il y a un argument de sauvegarde de l'État potentiellement. Si les forces armées sont patriotes, ils avaient la possibilité de protéger la souveraineté nationale de ce pays face à des ingérences qui pourraient même être internes et par ailleurs externes. Après des mois, des années d'instabilité, les promesses non tenues, donc situation très caractéristique des régimes africains notamment, des gouvernements qui sont en réalité qui sont faibles, mais et nous le voyons, la manière par laquelle ils finissent souvent, l'armée peut apparaître comme étant le dernier rempart, malheureusement, de la stabilité, même si c'est une stabilité militaire. Parce que, écoutez, quand la coupe est pleine, vous accourez aux solutions qui vous paraissent, à ce moment-là, vous sauver de l'impasse. Donc, pour certains, c'est un mal nécessaire pour stopper, en fait, le cycle de corruption cachée, de clientélisme politique, d'instabilité chronique, etc. Donc, en tant que souverainiste, ce retournement pourrait être vu comme étant une sorte de purification, comme si on faisait une purge, en fait, du pouvoir, et un appel à reconstruire un État digne, un État indépendant, débarrassé des vices de système politique traditionnel qu'on connaît, à condition que cette armée sache vraiment résister aux influences étrangères et serve vraiment l'intérêt national. Ça, c'est si on pouvait voir une possible légitimité dans cette intervention. Par ailleurs, ça peut être aussi un coup de palais et un coup d'État avec un fondement néocolonial. Pourquoi? Parce que il y a l'historique de la manipulation et de la marginalisation de l'opposition, qui est souvent très caractérisée par, qui est souvent très caractéristique des régimes qui sont manipulés aussi par des entités étrangères dont les intérêts ne sont pas les intérêts des nationaux, du peuple, qui est gouverné par des individus qui se retrouvent être présidents, mais qui servent exactement l'intérêt contraire qui devait servir. Donc, Embalo avait contourné le Parlement. Il a marginalisé l'opposition. Il a changé le gouvernement de façon controversée. On a vu justement, de par ces éléments, vous voyez qu'il y a un glissement d'autoritarisme. Si l'armée profite de ce contexte pour imposer un régime passant des intérêts économiques, stratégiques ou liés à des appuis externes, là n'a rien de révolutionnaire, mais relève d'un simple échange d'élites, comme on a eu le droit de le constater au Gabon. Donc, dans un pays comme la Guinée-Bissau, qui est marqué par des trafics, tout ce qui est drogue, finances, influences diverses, la prise de pouvoir par l'État, par l'armée, peut servir des réseaux néocoloniaux ou des intérêts étrangers pour contrôler le territoire, les routes maritimes, l'économie, les ressources, etc. Donc, l'argumentation de manipulation des résultats peut servir de prétexte à un coup planifié bien à l'avance. C'est pourquoi je dis, dans un contexte où potentiellement tu fais une élection présidentielle où à la limite tu compétis contre toi-même parce que tu as exclu tous les opposants, suivez mon regard, comme par hasard, tu sors le motif fallacieux de manipulation de résultats parce que comme tu sais que potentiellement
il peut y avoir des forces légitimes vraiment qui pourraient orchestrer ce genre d'intervention. En fait, tu noies le poisson dans l'eau avant même que ce poisson n'apprenne à nager. Donc, cette interruption du vote, du processus électoral, la fermeture des frontières, la suspension des médias, la mise en place d'un commandement militaire, tout cela rappelle une logique de pouvoir temporaire, de transition imposée, sans un réel garantie de retour à une véritable démocratie qui pourra être incarnée par un vrai souverainiste local, un vrai patriote qui aime son pays. Donc, ce type de prise de pouvoir, c'est souvent un terrain fertile pour un régime autoritaire. Et ce n'est pas justement une révolution populaire. Donc, si le pouvoir échappe aux civils, au Parlement, à la population, et passe aux mains d'un groupe restreint, donc de militaires, de réseaux, de castes, etc., alors le changement de régime n'est qu'un changement de nom. Cette gouvernance, elle reste élitiste, elle reste toujours opaque, très caractéristique des régimes autoritaires, et potentiellement soumise à des forces étrangères. Nous avons eu la possibilité de le constater au Madagascar. La récente visite à grande pompe, et là suivez bien mon regard, les derniers mois, nous avons on s'est pris la tête, on nous a, pris la tête récemment par des frères africains sur des questions de nationalisme qu'on défendait sur de la tomate. Et vous avez le président d'un pays qui descend dans un pays où son pays a des intérêts économiques colossaux, notamment sur l'exploitation du manganèse, du pétrole, et dont des entreprises françaises ont le monopole aujourd'hui. Vous voyez une population gabonaise en érection, enfin, pas toute la population, c'est vrai qu'il y a une grande partie de la population gabonaise qui est très consciente des réels enjeux, des réelles réalités. Vous avez en tout cas une population manipulée, parce qu'on sait comment ça se passe souvent, des figurants pécuniers qui sont là pour présenter une image d'une légitimité d'un président d'une entité étrangère qui n'en a malheureusement plus et qui est uniquement là pour défendre ses intérêts. Donc, donc tout ça va évidemment à l'encontre des principes de souveraineté. En tant qu'Africain, en tant que panafricain attaché à la souveraineté, moi je vois dans ce coup une double possibilité. Une possibilité de renouveau si les militaires arrêtent les manœuvres électorales frauduleuses, redonnent par exemple la parole au peuple, restaurent les institutions transparentes. L'initiative pourrait contribuer à libérer la Guinée d'un cycle d'instabilité institutionnelle et d'ingérence de forces externes. Ce serait un coup d'État correcteur, entre guillemets presque révolutionnaire, non pas vraiment inspiré de puissance étrangère, mais vraiment d'un désir interne de souveraineté réelle et de dignité de l'État. Et parallèlement, il y a aussi un risque d'un simple changement de classe dominante, comme je l'ai évoqué. Maintenant, si cette transition-là est contrôlée seulement par l'armée ou des élites liées à des intérêts obscurs, sans véritable réforme démocratique, sans réappropriation populaire, le coup devient tout simplement un échange de marionnettes, potentiellement qui sont souvent sous l'influence de réseaux néocoloniaux, de trafic ou de puissances étrangères. Dans ce cas, le peuple restera le grand perdant, malheureusement, parce que cela ne va pas lui servir et vous allez très vite faire Je pense qu'on va rester en tout cas un peu, je vais dire, optimiste sur la question et voir l'évolution des choses. De toute façon, ça ne ment pas. Si c'est légitime ou pas, vous allez voir, c'est les prochaines semaines là qui nous édifieront. Donc, pour terminer, je pense que le coup en 2025 là de la Guinée, c'est potentiellement un tournant, mais ce tournant c'est pas automatiquement, je pense pour moi, une révolution. Bon, on va être optimiste en disant c'est pas non plus automatiquement néocolonial. Tout dépendra de ce que feront les nouveaux maîtres du pouvoir. S'ils choisissent la transparence, la restauration de la démocratie, l'émancipation populaire, c'est très important, la souveraineté nationale, ou s'ils reproduisent un système opaque qui est dominé par une élite qui est à la fois composée de civils et de militaires, comme on l'a vu au Gabon, ça serait bien dommage. Ce que nous devons exiger en tant que souverainistes pour que des interventions pareilles servent
des pays africains, c'est de, par exemple, rétablir, pour avoir une sorte de légitimité, le processus électoral. Et je pense que dans notre pays, nous avons aussi besoin de ça. Transparence au niveau du processus, du comptage des voix. Nous avons eu la possibilité de constater sur la base de vidéos des manœuvres ou des actions potentiellement graves de bourrage d'urnes. Pourtant, on continue de se qualifier comme étant un État de droit et de démocratie. Bref, respect des institutions, un retour à un Parlement élu. Il faut, dans le cas de la Guinée-Bissau, le démantèlement des groupes d'influence, mettre fin à toute la guerre médiatique. Il faut avoir conscience de ça parce qu'il faut comprendre comment les régimes, les entités extérieures agissent pour pouvoir contrecarrer. Et je pense que le bel exemple que nous avons sur ce terrain-là, c'est ce que les pays de l'AES font aujourd'hui quand ils comprennent le mécanisme d'action aussi bien sur le plan médiatique que sur le plan de la déstabilisation, notamment des terreaux et même sur le plan politique, où nous pouvons avoir potentiellement des traites en interne qui pourraient tenter des choses, etc., etc. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais rebondir plus tard et je mets ton micro d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Afro Optimist. Je ne sais pas si en temps Pro Black est revenu. Ok, peut-être n'est pas toujours là. Ok, on va écouter Frérot. Est-ce que vous êtes là? Frérot. Ok, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Parlant de leçons qu'on peut tirer de la situation en Guinée-Bissau, dans mon introduction, j'avais parlé de 10 leçons qu'on peut tirer. Je vais rappeler, mais je ne vais plus aller dans les détails, mais c'est important de rappeler parce qu'au lancement du live, on n'était pas si nombreux, mais on a quand même plus de 200 personnes, donc c'est important de rappeler ces leçons-là. Donc, la première leçon que moi je tire de la situation, c'est qu'on peut verrouiller les élections, mais jamais le destin d'un peuple. C'est la première leçon. La deuxième, l'armée n'est fidèle que jusqu'à la veille d'un coup d'État. Donc, on pense que l'armée est fidèle jusqu'à la veille d'un coup d'État. La troisième leçon qu'on peut tirer, modifier la Constitution, souvent de façon illégale, c'est allumer un volcan silencieux. Ça fait la troisième leçon. La quatrième, les institutions capturées ne sauvent personne. Donc, la quatrième leçon qu'on peut tirer. La cinquième, gouverner par la peur n'est pas une politique. Donc, il faut choisir une autre façon de gouverner. La sixième leçon que j'avais notée, la nouvelle génération africaine n'est plus manipulable. Donc, la génération d'aujourd'hui, comme celle qu'on a vue qui a chassé l'autre sur l'île de Madagascar. Donc, cette génération n'est plus manipulable. Et la septième leçon, les alliances, Georges a parlé tantôt des alliances, la France, tout ça là. On peut toujours penser, soit est-ce que c'est une révolution de palais comme on a connu au Gabon ou autre chose. Donc, il faut toujours se questionner par rapport à ces alliances-là qui n'amènent en réalité mais pas. Ok, donc toujours huitième leçon qu'on peut tirer, aucun pays n'est trop calme pour exploser. Donc de l'extérieur, on pense toujours que les pays, si tout va bien, le silence, tout le monde est en silence jusqu'au on se réveille un petit matin en une heure, tout ça là, c'est balayé. Donc neuvième leçon, lorsqu'on confisque le pouvoir, on a toujours une sortie humiliante, comme ce qu'on est en train de voir en Guinée-Bissau, même comme on a vu au Bazoum ou bien en Guinée-Conakry d'ailleurs, avec Alpha Condé, aussi comment lui-même il est parti en voulant forcer un autre mandat. Et pour finir, mes 10 leçons que j'avais notées, qu'il n'y a qu'une seule voie pour une stabilité durable, il faut respecter les règles de la République. Il faut, et comme l'a dit le professeur Joël Aïvo, je l'ai rappelé aussi, c'est seulement dans la démocratie qu'on est tous en sécurité. Donc voilà les leçons que j'avais développées au début du live, donc je ne reviens plus sur les détails.